bonjour à tous, très content de vous retrouver un samedi pour la deuxième édition du Ce à quoi il fallait répondre, le 6e CQFR de la semaine. Cette fois-ci, je suis rejoint par Shai. La première avait été avec Théo. Là, Shai, tu vas le baptême du feu, le mailbag, la réponse à toutes les questions que nos auditeurs peuvent se poser sur la NBA. Alors, toutes, c'est à voir si on arrive à y répondre à toutes. Vous ne le voyez pas, mais il est avec nous. Enfin, vous ne le voyez pas pour ceux qui sont sur YouTube, hein, évidemment. Ceux qui sont sur les plateformes audio, vous ne voyez aucun d'entre nous. Et vous avez bien raison. Vous évitez cette vision. Mais Théo est avec nous. Il est en régie, j'ai envie de dire, alors qu'on est chacun chez nous. Théo Je qui est suis en dans le off. bus de la régie, je suis en bas. En bas dans la rue. Ouais, je suis dans la salle de contrôle. Donc Théo, tu vas nous poser les questions. C'est toi qui les as sélectionnés, c'est toi qui les réceptionnes, c'est toi qui les lis. Tu nous balances rien à chaque fois, même malgré les tentatives. On essaye de t'acheter, mais ça ne marche pas. Théo, écoute, je te laisse la parole. Hein. Ouais, je voulais d'abord vous remercier à nouveau pour toutes les questions que vous avez envoyées, tous les retours que vous nous faites, c'est vraiment super, quoi. On ne peut pas espérer meilleure communauté, donc merci pour toutes vos questions. La semaine dernière, elles étaient vraiment super pour le premier épisode, des questions hyper pertinentes. Cette semaine, vous avez été très bons à nouveau, et je vais commencer par une question un peu large qui vous concerne tous les deux plus personnellement. C'est une question envoyée par Noé, qui vous demande quel est l'événement, chacun individuellement, l'événement NBA qui vous a le plus marqué. Voilà, celui que vous avez vécu en direct ou pas, mais qui vous a le plus marqué, vous, en tant que fan de basket. Wow, c'est pas facile. C'est là que l'exercice de l'improvisation. Bon, on n'est pas forcément des champions de la préparation. Hein. Les gens le voient sur la late session à chaque fois et sur certains pods, mais t'as une idée, Antoine, ou est-ce que tu veux te mouiller en premier? J'en ai plusieurs, en fait. Allez, vas-y. Plusieurs qui me viennent en tête, mais pour des raisons différentes. Il y a un moment un peu triste, c'est c'est les finales, enfin les trois derniers matchs du coup. Non, deux derniers matchs. Des deux derniers matchs des finales 2013. Du coup, c'est celui avec le panier de Ray Allen. Alors évidemment, c'est pas que je supportais les Spurs, c'est que je détestais LeBron James. C'est des choses différentes. Et du coup, je voulais surtout pas voir LeBron gagner. J'étais un LeBron hater à l'époque. Et quand Ray Allen il met le steer là, je sais que ça m'a fait quelque chose. Et en fait, bizarrement, le game set m'a aussi fait très mal parce qu'il y a un moment où Tim Duncan il rate un tir de près. Je sais pas si cette action vous marque. J'ai l'impression que tout le monde a oublié ce game set d'ailleurs, qui est très serré avec un panier décisif de LeBron d'ailleurs. LeBron qui met il avait appelé ça son moment LJ, qui m'avait énervé quand plus au point. Ah ouais, Michael Jordan, il a eu ses moments MJ. Moi, j'ai eu mon moment LJ. Il a mis un tir à mi-distance. C'était vraiment un beau tir pour le coup. Et bref, avant ça, Duncan, il rate un petit tir de près qu'il a dû mettre 1 milliard de fois dans sa vie. Et tu sais, il sait, à ce moment-là, il sait que c'est perdu. Et il tape du poing sur le parquet. Et j'ai eu mal pour lui, en fait. J'ai eu super mal pour Duncan. J'aimais beaucoup Tim Duncan. Donc, il y a ça. Et l'autre moment qui me vient en tête, c'est quand Damian Lillard il met le game winner contre le Thunder. Là, celui-là, j'ai hurlé de toutes mes forces. allez, vas-y, ciao. En plus, j'aimais bien le Thunder. C'était vraiment pas contre OKC, mais c'était le moment Lillard, tu vois, le moment DL, du coup, le plus marquant. Après, j'en ai d'autres. Hein. Là, c'est juste des plus récents qui me sont venus en tête. J'aurais pu te citer le Game 7 des Blazers contre les Lakers. Alors, je ne l'ai pas vu en direct, mais je l'ai vu sans regarder, sans connaître le résultat. J'étais petit, hein, mais ça m'avait déchiré le cœur. J'étais pour les Blazers et je détestais Shaq et Kobe. Et ce match-là m'avait fait mal. Et autre truc, je le cite dernier parce qu'il est marrant, je trouve. J'aurais pu t'en citer de Derrick Rose, mais il y a un match des Bulls qui m'a vachement marqué. C'est un premier tour de playoff contre les Nets avec Nate Robinson qui met genre 24 points dans un quart-temps. Et j'étais chez mes parents et pareil, j'étais fou. Je me souviens que j'étais fou devant l'ordi. Voilà, je m'excuse auprès du voisinage. Alors, c'est pas facile entre choisir un moment précis, type un panier, ou choisir une série, une finale ou quoi. Moi, je sais que les trucs qui m'ont le plus marqué, et je pense que c'est ce qui m'a un peu construit après, c'est toi, tu parlais de ta haine de LeBron James. Bon, gentiment, on sait que c'est pas de la détestation profonde, c'est pas ça, c'était le côté fan un peu. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les Lakers parce qu'ils tapaient les équipes que j'aimais et les joueurs que j'aimais, en fait. Et du coup, j'étais un peu traumatisé par les défaites, les défaites des Nets et des Sixers contre les Lakers de Kobe et Shaq. Et alors, si c'est un moment en particulier, alors là, pour le coup, c'est un moment positif de ces séries-là. Je sais pas pourquoi, le cross, Iverson qui taffe Tyronn Lue et qui lui passe par-dessus, là. Je sais pas, alors je regardais le match en direct pour le coup et ça m'a vraiment marqué, tu vois. Et après, sur les moments précis,
Alors, c'était sur des cassettes, c'était pas en direct, mais c'était un truc un peu fondateur. L'année où j'ai commencé à suivre l'NBA, comme je l'avais déjà raconté avec mon cousin qui me passait les cassettes avec Orlando, bah, le match où Nick Anderson il rate ses lancers francs pour Orlando, je m'en rappelle bien, je me rappelle des images d'où j'étais. J'étais petit, hein, mais je m'en rappelle bien. Et ouais. Et dernier petit truc peut-être, parce que c'est plus récent et que du coup c'est plus facile, je pense, de l'évoquer. Le titre des Mavs, je pense que c'est un de ceux que j'ai préféré dans le côté un peu outsider, toute leur campagne en fait d'outsider, l'adversaire qui battent évidemment parce que c'était une super team. Voilà, sur les moments un peu comme ça, c'est un peu large. Parfois ça peut être des paniers, des actions, des trucs comme ça, mais moi ce serait plus des séries ou des matchs. Allez, super, j'enchaîne avec une autre question. Il y a aussi un petit aspect personnel parce que c'est Erwan qui habite à Munich et qui souhaite à Antoine la bienvenue en Allemagne. Et alors voilà, je vous pose sa question. Et il vous demande comment est-ce que vous expliquez la différence de hype entre Wemby ou Chet par rapport à celle de Porzingis, qui au final est immense aussi, a une palette offensive et défensive vraiment pas dégueu. Il s'est fait surnommer la licorne, mais on n'a pas parlé de lui comme d'un potentiel game changer pour la ligue entière. Comment expliquez-vous cette différence de hype ? À petite. Enfin, le truc qui me vient à l'esprit en premier, c'est qu'il y avait moins de vidéos, il était moins médiatisé parce qu'il jouait en Espagne. Il y avait moins de trucs depuis le plus jeune âge où on se disait ah non mais lui il va tout casser. Enfin, c'est arrivé un peu c'est sur sa dernière saison en fait, sur sa dernière saison en Espagne, et quand on a commencé à avoir des vidéos, on se dit bon bah il a le profil de mec très grand qui peut changer un peu le jeu, s'imbriquer dans un truc très très moderne. Mais peut-être le fait qu'il vienne que ce soit un laiton, je sais pas, par exemple, qu'il soit ni français, ni américain. Mais il y avait quand même, il y a eu une petite hype quand même, hein. À un moment, je trouve que on s'est dit c'est une licorne. Le fait que très tôt on se dise que ça puisse être une licorne, même avec les huées des fans des Knicks qui de toute façon, que ce soit une future superstar ou leur grand-mère qui soit draftée, ils vont siffler le jour de la draft. Tu sais que c'est obligatoire. Mais moi je l'explique par un mix de quand il a été drafté, il y avait déjà Twitter, les réseaux sociaux, tout ça, hein, mais peut-être un peu moins. Il avait moins de highlights à proprement parler. C'est comme Giannis Antetokounmpo, personne n'avait vu de vidéo, de trucs. Peut-être qu'on se serait dit, ah ouais, il y a quand même un truc de fou. Moi, je pense que c'est un peu dû à ça, la différence de hype qu'il y a. Moi, je suis d'accord avec toi et je vais rajouter aussi, je pense que surtout si on se concentre sur l'aspect changer le jeu de la question, il y avait aussi moins de talent. Enfin, c'est pas forcément moins de talent, mais moins de capacité à changer le jeu. C'est-à-dire que Porzingis, effectivement, c'était un grand avec une palette diversifiée, capable de shooter, etc. Tu peux dire, bah ok, c'est un peu l'intérieur du futur, mais il sait pas faire autant de choses que Wembanyama. C'est pas aussi genre Wembanyama est plus mobile, plus grand. Tu sais, t'as un mix d'aptitude physique et de qualité technique qui font que pour Wembanyama, tu peux vraiment te dire ah mais il y a vraiment moyen qu'il change le jeu. Tu vois, Porzingis, le côté intérieur du futur, c'est un peu toujours de la même manière que dont tu hypes les jeunes qui arrivent avec des qualités un peu particulières. Mais je pense que si tu es honnête, au moment où Porzingis il est drafté, tu sais qu'il ne va pas non plus mener une révolution NBA. Wembanyama, on ne sait pas s'il va la mener, mais il a le potentiel et les aptitudes. Et tu te dis, ah oui, mais c'est vraiment possible. Il fait des trucs que tu n'as jamais vus sur un terrain. À Porzingis, c'est pas que tu les as jamais vus, c'est que tu as vu Dirk le faire, peut-être un peu différemment, tu vois, peut-être avec un petit truc en plus, mais c'est pas de l'inédit complet. Wembanyama, j'ai l'impression que c'est de l'inédit complet depuis très longtemps en plus, tu l'as souligné. Hein. Wembanyama, c'est en France, je crois, à 12 ans ou 14 ans, on entendait déjà parler. C'est incomparable. Et même aux États-Unis, il est arrivé quand même assez tôt. Je me souviens qu'à 16 ans, il y a cette espèce de 1 contre 1 où il taffe Rudy Gobert. Enfin, il taffe Rudy Gobert. Façon de parler. Hein. Donc, pour Wembanyama et pour Holmgren, je pense que Holmgren, il y a le côté US, hein, tout simplement. C'est tout bête, hein, mais Holmgren, ça vient de leur circuit. Il y a des vidéos de lui depuis le lycée aussi. Hein. Les vidéos du camp avec Stephen Curry où il fait un peu le malin, il réussit des trucs. Donc, il y a ça aussi. Et lui aussi a peut-être plus de talent de base. Ton argument est bon, je pense, hein, sur Porzingis. Peut-être plus de talent visible, le côté maniement du ballon qu'on n'a pas tout de suite vu chez Porzingis, qui était plus sur le shoot. C'était très axé sur le shoot quand même. Shoot plus défense. Holmgren, le handle et tout est quand même très solide d'entrée. Et je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'Holmgren va changer le jeu. Je pense que ça deviendra il est parti pour faire une très très grande carrière. Je pense que c'est un mec qui aura des sélections au NBA. Mais je ne suis pas convaincu qu'Holmgren va changer ou peut-être qu'il va contribuer à changer le jeu, tu vois. Mais
mais je me dis pas non plus que c'est. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que Wembanyama, par contre, est celui qui peut avoir un profil vraiment unique, jamais vu en NBA. Ouais. Et que plein de gars vont essayer de devenir le prochain Wembanyama et qu'il y aura un paquet d'échecs après. Il va falloir manger de la soupe, hein, parce que. Ouais, voilà, c'est ça. 2,24 m ou ouais, c'est ça, 2,24 m. Ouais, ça s'invente pas. La taille, voilà. c'est le plus dur à avoir, en fait. Ouais, voilà. Ça. Allez, puisqu'on parle des grands, je vais vous parler d'une équipe qui performe bien avec des grands. C'est Geoffrey qui se pose des questions sur le plafond des Wolves, qui font un début de saison fantastique. Voilà sa question. Est-ce que le transfert d'un big man sera la solution pour que les Wolves franchissent un dernier cap et deviennent vraiment favoris? Et s'il devait y avoir un trade, vaut-il mieux garder Kat ou Rudy? Rudy, moi, je dirais. Pardon. Ouais, mais c'est marrant parce que cette question, on se l'est posée au moment où c'était compliqué pour eux l'année dernière, au moment où c'était compliqué pour Rudy, compliqué pour Kat. Ça paraissait inévitable. Donc là, c'est déjà presque un miracle, c'est un peu fort, mais c'est quelque chose auquel on s'attendait pas forcément de les voir être aussi bons avec les deux grands, que les deux soient aussi bien, parce que même Kat, dont on se moque souvent ici, il fait un très bon début de saison. Même en enlevant le côté chauvin, je pense que au max de leur performance, j'ai l'impression que Rudy est quand même. Puis même en termes de valeur, en fait. C'est-à-dire que tu peux récupérer plus de trucs avec Kat, je pense, qui est plus jeune. Là, je vois plus une franchise se dire tiens, nous, Kat, ça va être notre gars. On est prêt à lâcher des gros assets pour lui, que Rudy qui a déjà 31 ans, c'est pas vieux 31 ans, hein, mais qui est déjà un joueur dont on connaît un peu peut-être le plafond et on sait ce qu'il apporte. Et Kat, c'est peut-être encore le mystère. Est-ce qu'il peut pas devenir encore beaucoup plus fort? Je sais pas. À choisir, je garderai Rudy aussi, je pense quand même. Et est-ce qu'il faut absolument le trade déjà? Est-ce qu'il faudra un trade? Pour l'instant, non. J'aurais pas du tout dit ça il y a quelques mois. J'aurais dit évidemment parce que ça peut pas marcher. C'est en train de fonctionner très correctement. Après, il faudra mettre ça à l'épreuve des playoffs, évidemment. Mais oui, disons que le trade de Kat, alors s'il fallait trade un des deux, ça aurait été Kat pour moi aussi. Non pas qu'il est moins talentueux, hein. Kat est un basketteur très talentueux, mais voilà, parce que si tu veux gagner des matchs, disons que Kat Edwards, je pense que c'est une équipe qui a un plafond. Il a parlé de plafond, Geoffrey, donc je vais rester sur cette notion de plafond. Je pense que c'est une équipe qui a un plafond assez moyen malgré le talent de ses stars, alors que Rudy te donne une assise défensive. Si tu as un très gros scoreur et un mec qui révolutionne ta défense comme Rudy, tu as a priori un plafond un peu plus élevé selon ce que tu ajoutes autour. Maintenant, là, il parle d'un trade. Donc, est-ce que tu trades un des deux pour passer un cap? Est-ce que c'est ce qui peut t'aider à passer un cap? Je ne suis pas sûr. Le trade de 4 pour plein d'assets, c'est intéressant quand ton équipe elle est middle. Et du coup, de te dire, bon, comme ça, on récupère un peu de flexibilité, on récupère d'autres joueurs, on garde une équipe correcte avec Rudy Edwards, et puis on a des pics et on voit plus tard ce que ça donne. Mais là, si tu veux passer un cap en transférant 4, ça veut dire que tu récupères une autre star en échange. Parce que si tu perds ton deuxième meilleur scoreur pour des role-players, les Timberwolves seront moins forts que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, 4 fonctionne très bien. Les Timberwolves ont besoin de 4 quand même parce que c'est un mec qui te rapporte 20 points par match. Il accepte bien son rôle de deuxième option. Si tu perds 4 et que tu récupères 3 role-players, je pense que Minnesota est moins armé pour faire un run qu'en gardant 4. Donc, il faudrait un trade où tu sépares 4 pour une autre star. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un sur le marché. Je pense que le plafond des Wolves, il dépend pour l'instant maintenant de la progression d'Anthony Edwards. Anthony Edwards, est-ce qu'Anthony Edwards, ça peut devenir un des 5 meilleurs joueurs de la ligue? Il n'en est pas là aujourd'hui. C'est un très bon joueur, c'est une superstar, mais ce n'est pas un des 5 meilleurs joueurs de la ligue. Est-ce qu'il a ça en lui? Est-ce qu'il a ça en lui au niveau du jeu, mais aussi au niveau de la rigueur, au niveau du mental, etc. S'il a tout ça en lui, il est là le plafond des Wolves. T'imagines, si Edwards, il devient un mec qui est candidat au MVP chaque saison, Minnesota, par définition, sera candidat au titre chaque saison. Et pour ce qui est du plafond de Kat, enfin de Kat en lui-même, je pense que depuis qu'il est là, ils ont fait 2 campagnes de playoffs, je crois, à chaque fois 2 premiers tours. À chaque fois, il a été pas bon. Alors, c'était à chaque fois la première option, le franchise player. Je suis curieux de le voir avec un rôle un peu plus. Alors, en retrait, c'est peut-être un grand mot parce qu'il va être très impliqué offensivement, notamment, mais il a des choses à prouver avant. Enfin, c'est-à-dire, s'il fait une belle campagne de playoff là cette année, je me dirais qu'ils n'ont peut-être pas besoin de trader. Si tout le monde fonctionne bien ensemble, si tout le monde accepte qu'Edwards est le franchise player, que Kat est un numéro 1 bis génial en attaque et qui doit progresser dans d'autres aspects, hein, et que Rudy, c'est une défense à lui tout seul, ça peut fonctionner. En fait. J'ai envie d'être optimiste pour eux. On n'est pas pour tout bouleverser à chaque fois. C'est juste que par le passé, l'année dernière, c'était très compliqué. Ça fonctionnait pas bien.
Regarde, je vais faire du révisionnisme. T'imagines l'année où Haliburton il est transféré de Sacramento à Indiana. Donc à Sacramento cherche un big man All-Star, prennent Sabonis. Imagine les Timberwolves cette année-là, ils envoient 4 contre Haliburton et après ils font le trade de Gobert. Et donc maintenant ton équipe c'est Haliburton, Edwards, Gobert. Tu la vois gagner le titre. Là, tu te dis il y a une équipe de contender. Tu vois. Ouais, contender, elle a gagné le titre, c'est autre chose, mais parce qu'on connaît même pas encore même pour Haliburton dont on dit que du bien ces derniers jours. Il faut aussi le voir dans le contexte de playoff, parce que Kat, il a fait des saisons merveilleuses individuellement, qui l'ont poussé à dire qu'il était le meilleur big man, shooter, tout ça, enfin voilà, tout ce qui après lui a été reproché, mais c'est un cliché de dire ça, mais c'est tellement, les playoffs et la saison régulière n'ont rien à voir, et Kat est un joueur presque pénalisant en playoff jusque-là. Haliburton, je pense qu'il va être très bon en playoff aussi, mais pour ça que, alors oui, j'aurais bien aimé, si tu me dis est-ce que j'aurais bien aimé voir cette équipe-là, ouais, ça aurait c'est du fantasme, ça aurait eu de la gueule, c'est sûr, mais attendons de savoir ce que Haliburton, par exemple, et même ce que Kat vaut vraiment sur une campagne de playoff dans ce rôle-là maintenant aujourd'hui. Allez, puisqu'on parlait de trade, je vais vous poser une question qui nous a été envoyée par The Dude, qui a envoyé plusieurs questions d'ailleurs, mais je vais commencer par celle-ci, on verra si on a le temps, l'occasion d'en poser d'autres de The Dude. Concernant Zach LaVine, je trouve le traitement médiatique autour de lui assez dur et j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur lambda. Certes, il a des torts dans l'échec du projet Chicago, mais je pense que dans un contexte différent, où il serait plus dans un rôle de finisseur et de créateur secondaire, voire tertiaire, il serait très bon. On critique aussi beaucoup sa défense, mais il est très capable dans ce domaine. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, avec LaVine aux Warriors à la place de Clay, l'équipe serait bien plus forte. Du coup, question, quel serait le meilleur... Est-ce que déjà il y a un délit de sale gueule, entre guillemets, autour de Zach LaVine ? Et est-ce qu'il y a une équipe dans laquelle vous le verriez particulièrement performant ? Il y a un délit de sale contrat, en fait, moi je trouve. Parce que, du coup, c'est pas un délit, parce que son contrat, 40 millions de dollars, c'est le contrat d'un franchise player qu'il n'est pas, je pense. Et pourtant, je pense faire partie des gens qui aiment beaucoup LaVine en NBA. Mais il y a alors, le délit de sale gueule. Moi, je suis pas d'accord sur le côté capable. Alors, capable, oui, c'est peut-être même la meilleure définition. Il est capable de faire des choses en défense, visible, a priori, parce que c'est un beau bébé athlétique. Il a des capacités phénoménales sur le plan athlétique. Donc, en partant de là, on peut se dire qu'il est capable de développer des qualités défensives, mais on les a pas vues du tout en NBA pour l'instant. C'est à peine s'il stagne. C'est même parfois pire d'année en année. Au fur et à mesure qu'il a progressé en attaque, et là, c'est un attaquant merveilleux. Il sait faire plein de choses. C'est devenu un très bon shooter. C'est un finisseur génial, mais non, par contre, tu as raison, The Dude, de dire que ça peut être une bonne option 2 ou 3, mais pas n'importe où, pas avec n'importe quel contrat. Les critiques peuvent sembler dures, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu... La méfiance qu'il y a envers lui, elle est aussi partagée par les franchises. Parce que sinon, il y aurait déjà eu des trades, enfin, on entendrait plus de rumeurs. Là, entre Woj, Charania et tout le monde dit qu'il y a très peu d'équipes qui veulent l'accueillir, en fait. Oui, parce que je pense qu'il y a peu de scénarios, il y a peu d'équipes ambitieuses. Parce qu'après, des équipes middle, n'importe quelle équipe middle peut avoir un Zach LaVine. C'est quand même un mec qui tourne à 25 points par match, presque sans forcer. Des équipes ambitieuses qui ont intérêt à avoir LaVine, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, je suis d'accord avec The Dude. Je pense que dans un autre scénario, un scénario où il se contente de prendre des tirs en spot-up, où il crée, mais en tant que, comme tu l'as dit, deuxième ou troisième, peut-être même troisième option créateur, je le trouve très intéressant. Et la seule équipe où je le vois justement, par exemple, je le vois pas à Philly. Je pense que Philly, Maxi, LaVine, ça passe pas. C'est pas bien pour ton backcourt. C'est pas bon défensivement. Golden State. Oui, il serait meilleur que le Clay d'aujourd'hui, mais voilà, avec les Warriors et avec Clay, il faut prendre en compte la notion de groupe. Tu peux pas juste remplacer joueur par joueur. Le scénario où j'arrive à l'imaginer, c'est aux Lakers. Aux Lakers, je pense que si tu l'entoures si tu as un 5 majeur où il y a Gabe Vincent, LeBron James, Jared Vanderbilt et Anthony Davis, si là tu as Zach LaVine, c'est parfait parce que quelque part, Vincent, Davis et Vanderbilt, c'est des alors, Vincent est un bon défenseur, Davis et Vanderbilt est un très bon défenseur, Davis est un candidat au Depoy à lui tout seul. Là, oui,
ses qualités défensives, ses lacunes défensives seront déjà moins exposées, je pense. Et en plus, peut-être que dans ce contexte de on peut jouer le titre, je joue avec LeBron, je joue avec Anthony Davis, peut-être que oui, il va se mettre un peu plus à défendre. C'est une capacité, parce qu'il a effectivement les capacités athlétiques. Et avec cette équipe-là, il apporterait du spacing, il pourrait créer autour de LeBron un petit peu, il pourrait finir en jouant avec un mec comme LeBron. Je pense que ça serait un scénario intéressant. Sauf que bon, les Lakers tournent plutôt bien en ce moment quand même. Ils sont à 14 victoires déjà maintenant. 14 victoires, ils ont bien remonté la barre. Je ne sais pas, est-ce qu'ils seront prêts à faire ce trade? C'est pas sûr. Ils vont peut-être garder cette flexibilité qu'ils ont avec leurs assets. Mais c'est le scénario où je voyais effectivement peut-être la vie être intéressante. Shams Charania a dit que c'était un peu un truc en mode coïncidence ou pas, Lavine est donc blessé et indisponible pendant 3-4 semaines. Et je crois que ça coïncide avec la date à laquelle les joueurs qui ont signé des prolongations, comme ceux certains des Lakers, comme D'Angelo, je crois, hein, seront du coup tradables. Et est-ce que ce serait pas un C'est le petit 15. signe? C'est le 15. Ouais. 15 décembre. Voilà, donc bon, à voir, c'est pas du tout impossible que les Lakers se mettent dessus, hein. Lui, en mec qui a joué en Californie, qui rêvait de jouer en Californie aussi, c'est peut-être un truc qui va. Représenté par Clutch? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas. Ça me dit rien comme ça, mais c'est possible. C'est possible. Ils ont tellement de monde maintenant que. Oui, il est chez Clutch Sport. D'accord. En direct. Voilà. Bizarre, comme dirait l'autre. Coïncidence? Mais non, mais à voir. J'enchaîne avec une autre question pour un joueur extérieur qui a pas l'air de kiffer là où il est. C'est une question envoyée par Florian, alias Mystics BE sur Twitter. Lui aussi, comme The Dude, il nous a envoyé plusieurs questions. Je vais vous commencer par celle-ci qui concerne Evan Fournier. Dans le cas, on l'espère, d'un futur buyout d'Evan Fournier et dans l'optique des Jeux Olympiques l'été prochain, quelle serait la destination la plus profitable pour lui? Un contender NBA avec le risque de faibles minutes, même s'il obtient un vrai rôle, ou un retour en Europe où il pourrait sans doute aspirer à un rôle de premier plan. Il précise, on se doute que son envie serait de rester aux États-Unis, mais en essayant de garder à l'esprit le contexte sportif et le fait de vouloir prendre du rythme et de la compétition en vue des Jeux Olympiques, c'est pour ça qu'il pose la question d'un retour potentiel en Europe. Vas-y Antoine, hein, si tu veux te Alors, moi, je pense, je comprends la question, effectivement, elle est pertinente, mais je pense que je vois ce que veut dire du coup Florian. Je pense qu'en NBA, en fait, ça peut suffire. Même s'il ne joue pas jusqu'en mars, Evan Fournier, qui serait le moment où le marché des buyouts, généralement, parce que je crois que c'est avant le 1er mars que tu dois être coupé pour ensuite jouer les playoffs. S'il trouve une franchise ambitieuse qui jouera les playoffs, s'il se montre ne serait-ce que donc 2 mois, les 2 derniers mois de la saison régulière, plus après un tour ou 2 ou 3, selon l'équipe dans laquelle il est, je pense que ça suffit, 1, pour reprendre du rythme, 2, pour se montrer suffisamment. Après, oui, s'il va jouer en Europe, c'est cool, il va se mettre direct dans le basket FIBA, il aura un grand rôle, etc. Il aura du temps de jeu. Mais bon, est-ce que c'est sans doute pas ce qu'il veut pour sa carrière? Et puis, je pense qu'il a largement le niveau NBA. Là, aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'Evan Fournier ne joue pas 20 à 25 minutes chaque soir aux Bucks, par exemple. Aux Bucks, au minimum, il joue 20 à 25 minutes chaque soir. Il se montre, il se met dans le rythme, il joue dans une très bonne équipe. Il joue du basket très intense. Les playoffs NBA, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Donc, s'il joue ça avec les Bucks, c'est parfait pour les Jeux Olympiques. Donc, voilà, pour l'équipe, moi, je le verrais bien à Milwaukee. Milwaukee, après, il y en a d'autres. Je pense qu'à l'Ouest, tu peux toujours trouver aussi, il y a plein d'équipes, en fait, je dirais presque n'importe quelle, même le Thunder, tu vois, n'importe quelle équipe ambitieuse, les Timberwolves, qui tu veux, n'importe quelle équipe ambitieuse pourrait avoir un mec comme lui en sortie de banc. Moi, je vais aller plus loin, c'est pas plus loin, mais ce serait très bien. Le meilleur scénario pour lui, c'est une équipe ambitieuse où il a un petit peu de temps de jeu parce que ça reste du coup du basket compétitif et c'est bien en vue des JO. Mais là, moi, j'en suis à me dire que n'importe où il aura du temps de jeu, où il peut enchaîner les matchs, être dans un contexte où il sait qu'il va jouer et pas s'échauffer pour rien, n'importe quel contexte, même une équipe qui ne joue absolument rien, franchement, peut-être que lui, il le voit pas comme ça, mais n'importe quel Détroit, Charlotte, peu importe, juste là où il peut enchaîner les matchs et les minutes, ne serait-ce que 15-20 minutes, ce serait déjà... Parce que sinon, moi, je pense au scénario... après, il y aura... Le scénario catastrophe se produira pas, je pense, parce que s'il y a buyout, il trouvera en NBA... Le retour en Europe, je ne l'imagine pas, mais il faut juste du temps de jeu parce qu'on ne peut pas. L'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France, un des joueurs les plus importants, débarque au JO après une 2e saison blanche ou presque.
c'est pas possible et ça pose des questions sur la dynamique, la hiérarchie, et ça pose trop de questions. Et c'est un scénario qu'il faut absolument éviter. Et je pense qu'il sera évité, hein, mais moi, je serais même pas aussi exigeant qu'un contender, juste du temps de jeu, donc n'importe où, en fait. Allez, on enchaîne avec une autre question pour toi, Shai. Une question envoyée pour toi, Shai, mais pour Antoine aussi, bien sûr. Elle est envoyée par Régis. La question, elle est relative aux Grizzlies de Shai. Comme ça que c'est dans la question. Donc c'est pour ça que c'est toi qui vas te la prendre. La propagande a fonctionné. C'est clair. Donc, Antoine a réussi, bravo. Shai qui est actionnaire minoritaire, bien sûr, des Memphis Grizzlies avec... Et GM, exactement, avec Justin Timberlake. Suite aux blessures et suspensions et au départ catastrophique de Memphis, est-ce que ce ne serait pas plus malin, entre guillemets, pour eux de faire une croix sur cette saison pour viser un top 3 de la prochaine draft et récupérer un jeune talent, à l'image des Spurs lors de la draft de Duncan? Ils ont une excellente excuse pour finir bas, et plutôt que d'essayer de lutter pour faire le play-in et de se sortir en play-off, de toute façon, ils n'ont pas un effectif pour gagner un titre, vu la densité de la conférence Ouest cette année, selon mon opinion, bien évidemment. C'est un scénario envisagé de toute façon, et en fait à envisager, mais il s'impose à eux-mêmes le scénario pour l'instant. Les résultats sont pas bons. Il devrait être un peu meilleur, même sans Ja Morant, même sans Steven Adams, même avec les blessures. Tu as une base qui normalement devrait faire que tu es un tout petit peu plus haut, je pense. À mon avis, ils vont peu importe s'ils devraient ou pas, mais ils vont essayer de redevenir compétitifs et de se placer un peu plus haut, plus près des places pour le play-in. Le retour de Ja Morant, pour eux, même en termes d'image de marque, de communication, tout ça, ça va être un vrai test, et je les imagine pas dire ne pas exploiter son retour et essayer d'en faire une belle histoire, ou en tout cas une histoire, un truc qui prouve qu'ils auront tiré des leçons, lui comme eux. Moi, j'ai pas envie qu'ils tankent tout de suite, non. Si à mi-saison, le bilan est toujours désastreux, qu'ils ont encore des blessés, qu'avec Morant ça marche moins bien, oui, là, il faudra peut-être envisager ça. De ne pas essayer de jouer le play-in, mais je pense, en étant trop optimiste peut-être, qu'il y a encore moyen. Les places du play-in sont pas si loin. Ja Morant revient dans une dizaine de jours, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres équipes qui vont lâcher prise un moment, je pense aussi, et sur une série de victoires, c'est pas à exclure. C'est une équipe qui a une base, un très bon coach. C'est pas... En tout cas, je pense qu'il est trop tôt pour se dire maintenant qu'il faut tanker. Il y a des équipes qui sont déjà parties sur ce mode-là et qui seront impossibles à rattraper. Je veux dire, Détroit, ça va être très compliqué de les rattraper sur le bilan si tu veux tanker à fond, mais il sera aussi encore temps à mi-saison peut-être de lâcher prise et de se dire que c'est pas mal d'avoir un fort pic à la prochaine draft. Déjà, avant de répondre, je tenais que souvent je me moque de toi sur ta foi en Memphis, mais par contre c'est vrai que le play-in c'est pas exclure. Je pense qu'ils seront un peu justes, mais Ja Morant il revient dans 5 matchs. Les Grizzlies, en fait, ça aurait marché. J'ai oublié le nom de celui qui a posé la question. Ça aurait marché si Morant il avait pris 50 matchs. Mais là, il revient. Régis, ouais. Il revient, ils ne peuvent pas tanker avec Morant. Si Morant il est sur le terrain, tu ne peux pas vraiment tanker. Tu vas faire quoi? Tu lui dis, bah non, en fait, tu ne joues pas. Et s'il y a Morant, Bane, Jackson, tu as quand même 3 bons joueurs. Il y a Marcus Smart. Tu ne peux pas vraiment tanker. Et surtout, tu veux tanker. Les Pistons sont catastrophiques. Les Spurs sont catastrophiques. Ces deux équipes, les Wizards, sont catastrophiques. Donc, si tu tankes pour avoir le 5e plus mauvais bilan, déjà comment tu tankes, et pour avoir le 5e plus mauvais bilan, ça sert à rien. Autant, voilà, Morant, il est là, tu tentes de faire ton run. S'il y a une blessure de Ja Morant, blessure qui l'écarte 20-25 matchs, là, oui, tu peux commencer de manière un peu diplomatique à un soir sur deux aller voir Desmond Bane. T'as pas un petit peu mal au genou, là? Ouais, t'as un petit peu mal à la cheville, là. Ouais, va te reposer, tu vois, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, je pense que tu es plus dans l'optique de faire le play-in, de montrer un espèce de nouveau visage. Après, oui, tu ne peux pas gagner le titre, tu peux sans doute pas gagner une série de playoffs. Je ne suis même pas sûr que tu puisses aller en playoffs, mais au moins, tu reprends une espèce de dynamique positive. Et après, comme a dit Shai, si jamais il y a une blessure ou que tu es largué, si en février, tu es toujours plus proche des dernières places que du play-in, bah là, oui, tu peux commencer à reposer tes meilleurs joueurs. Mais tant que Morant, Bane et Jackson Jr., ou tant que 2 des 3 sont, ou on va dire tant que Morant et un des 2 autres sont en bonne santé, tu ne vas pas vraiment pouvoir tanker. Ton équipe, elle va gagner des matchs. Et au pire, si c'est une saison à acheter, à oublier, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ça reste un noyau qui est pas vieux. Il n'y a pas une date d'expiration. Alors, il y a forcément des questions toujours avec les contrats, avec ce qui s'est passé avec Morant, mais je veux dire, Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane,
c'est jeune encore. Enfin, c'est pas vieux. Ils commencent à avoir de l'expérience aussi, mais ça reste. Ils sont théoriquement aucun des trois n'est dans son prime. On peut aussi imaginer le scénario où cette année, quelle que soit leur position, ils font pas les playoffs et l'année prochaine, ils repartent sur des bases plus saines avec des blessés qui reviennent, un recrutement un peu différent peut-être. Voilà, juste pas un nuage noir de poisse au-dessus d'eux et que ça fonctionne mieux. Allez, on part sur une autre équipe qui est pas tout à fait, je pense, au niveau de son potentiel. François Xavier qui nous envoie une question au sujet des Cavaliers. Cleveland fait un début de saison poussif, on ne sent pas une marge de progression énorme dans cette équipe. Et pour ma part, j'ai l'impression que Donovan Mitchell n'est pas du tout l'homme de la situation. J'ai l'impression que c'est le genre de mec qui se plaint tout le temps sans jamais proposer de solution viable au problème. En gros, sa réponse c'est « Ok, on a des soucis, je vous propose de continuer à être un énorme croqueur et de vous débrouiller avec ça. » Qu'en pensez-vous? Ces propos qui appartiennent à François Xavier, je le répète. C'est un peu schématisé, mais je comprends. C'est un peu l'impression qu'on peut avoir parfois parce que sur des matchs ponctuellement, parce que là récemment, je m'étais fait un peu cette réflexion-là parce que l'équipe tournait pas mal sur un money time serré et un peu inexplicablement, il a cassé la dynamique de partage du ballon pour croquer, comme on dit. Je me demande juste toujours si c'est l'endroit où il a vraiment envie d'être et s'il s'envisage pas ailleurs. C'est peut-être ça. Après, c'est peut-être poussé un peu loin de dire que c'est pas forcément le responsable du fait qu'ils soient un petit peu poussifs pour l'instant. Ils ont démarré sans leur équipe au complet. Moi, j'ai adoré leur saison régulière dernière, beaucoup moins leur playoff, et je veux les revoir sous cette version-là en playoff, tu vois, avec les leçons tirées de l'année dernière. Mobley et Jarrett Allen ensemble, Garland, Mitchell. Sur le papier, j'aime bien en fait. C'est juste qu'ils se sont complètement plantés en playoff l'année dernière. Déjà, ça va mieux quand même à Cleveland. Il faut savoir que ça va mieux quand même. Ils sont en train de relever la barre, ça joue quand même nettement mieux. Darius Garland prend du rythme, etc. Mobley sera, je pense, jamais une première option offensive. Je le dis dès maintenant. De toute façon, je pense depuis le début, plus ou moins. Mais par contre, ça n'empêche qu'il fait des progrès en attaque et que c'est un excellent joueur. Il y a quand même une très bonne équipe et elle tourne mieux. Et je pense qu'elle ira en playoff sans trop de difficultés. J'ai quand même l'impression qu'elle est un peu au-dessus de la mêlée du milieu de tableau. Il y a un milieu de tableau très dense à l'Est. J'ai l'impression que Cleveland est quand même un peu au-dessus de New York, d'Atlanta, Brooklyn, etc. C'est quand même une équipe qui marche mieux. Mitchell, on arrive doucement, mais on s'en rapproche, au moment où tout le monde va se rendre compte que tu ne peux pas construire ton équipe avec Mitchell en première option. Tu vois, c'est comme tout. Tu vois, regarde, je prends un joueur ultra fort, ultra respecté, Pau Gasol. Joueur que j'adore au demeurant. Pau Gasol, à un moment en NBA, il est très fort, mais tu réalises que. Alors, c'est différent parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que Mitchell. Je parle que sur le talent. Là. Je ne suis pas sur la personnalité, je ne suis pas sur ce qu'ils font sur le terrain. Mais à un moment, Pau Gasol, tu te dis, si vraiment tu veux gagner, c'est ta deuxième option. Tu vois, c'est la deuxième option de Kobe Bryant. Direct, s'il n'y a pas Pau Gasol, Kobe ne va pas chercher ses deux autres titres. Mais après, c'est encore différent parce que Pau Gasol, il y a eu de la défense, il y a du playmaking. Ce n'est pas le même style de joueur. Mais c'est juste pour dire sur le statut, la hiérarchie. Mitchell, pour l'instant, depuis le Jazz, on en fait un franchise player. Je pense que Mitchell, il a un plafond en tant que franchise player qui fait que ton équipe, elle ne peut pas aller trop loin. Donc, en fait, les Cavaliers, ils peuvent progresser. Il peut y avoir Garland, Mobley, etc. Mais on dit souvent que c'est la tête du serpent qui porte le reste. Si la tête du serpent, à un moment, si tu joues une série où en face, le meilleur joueur sur le terrain, c'est LeBron James, Donovan Mitchell, il peut montrer des limites, tu vois. Et je pense que Donovan Mitchell n'est pas le franchise player qui peut t'emmener jusqu'à, je sais pas, finale de conférence. Ils ne l'ont jamais fait avec le Jazz, si je ne dis pas de bêtises. Ils ne sont pas allés en finale de conf. Ils ont fait deuxième tour à chaque fois. Je pense que c'est pareil. Voilà, au Cavs, ils ont fait premier tour. Je pense qu'en fait, Mitchell, ce n'est pas un joueur qui peut t'emmener jusqu'en finale de conférence en tant que première option. Et je pense qu'on va de toute façon basculer sur le moment de sa carrière où il va être associé à une autre star et où du coup, ses qualités de finisseur et scoreur, finalement, c'est ce qu'on lui demandera. Tu vois, on ne lui demandera pas de rendre les autres meilleurs. On va juste lui dire, de toute façon, tu es là pour scorer. C'est Jokic ou un tel qui est en train de rendre les autres meilleurs. Tu vois. Voilà, donc là, mais ça n'empêche que cette équipe, avec Garland qui progresse, avec Garland qui a du playmaking, avec Evan Mobley, ce qu'il apporte en défense et sa progression en attaque, c'est quand même une équipe qui est plutôt intéressante. Juste que tu vois, je peux pas, ce truc de c'est la future équipe à l'Est. J'ai l'impression que chaque année, on nous donne une nouvelle équipe qui serait la future équipe de sa conférence.
si cette équipe en question, elle n'a pas un joueur qui est vraiment amené à devenir un des 6-7 meilleurs joueurs du monde, bah, je peux pas dire, tu vois, je peux pas. Là, Ça, c'est ça la question coince pour moi, quoi. c'est la question qu'on se posait avec Evan Mobley à un moment. Quand on se disait, est-ce que s'il débloque un peu son attaque, s'il est un peu plus Tu croyais alimenté, déjà pas. ouais, je sais que tu croyais déjà pas. Moi, j'attendais quand même parce que je trouvais que son attaque était pas catastrophique. Enfin, ses qualités Mais offensives il progresse en attaque, d'ailleurs. il progresse et je le trouvais tellement haut défensivement que c'était pas inimaginable de l'envisager comme l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue dans quelques années. Là, c'est un peu bon, c'est plus discret, mais effectivement, il continue de progresser. Et pour Mitchell, même au Jazz, je pensais déjà pas que c'était un franchise player qui pouvait t'emmener très très loin. Alors, si c'était bien lui le franchise player à Utah, ils ont quand même fait des sacrées saisons régulières, quelques petites campagnes de playoffs où on pouvait se dire qu'il se passerait quelque chose après, mais moi j'ai bien aimé sa saison dernière en fait, alors que c'est un joueur que je porte pas spécialement dans mon cœur. Je trouvais qu'il avait été bien. Il était à la ramasse défensivement à Utah, ou en tout cas il se planquait bien, et là l'année dernière je trouvais qu'il avait fait des efforts. Je ne sais pas s'il est capable de se réinventer un peu avec le maillot des Cavs en tout cas. Donc ouais, alors j'irai pas aussi loin que notre auditeur, mais oui, je suis d'accord, c'est pas ton franchise player, je pense, et je suis pas sûr qu'on le voit encore à Cleveland par la suite. Si le cas de Donovan Mitchell vous intéresse, je vous encourage à écouter le podcast Hoop Culture qui sera posté demain dimanche, parce qu'on en parle un petit peu avec Pierre-Armand Samama. Allez, moi j'enchaîne avec une autre question d'un Antoine, mais pas le Antoine Pimel ni Antoine des opticiens. Un autre Antoine qui pose cette question, il l'avait déjà posé la semaine dernière, mais on avait manqué un peu de temps. Voilà ce que nous dit Antoine. Je ne suis pas le basket depuis super longtemps, donc j'aurais aimé savoir ce qu'était un silent trade. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises durant l'intersaison, mais je n'ai pas bien compris ce que c'était. Un silent trade? Ah, sign and trade. Ah oui, ok. J'ai compris silent, genre silencieux. Oui, moi aussi, j'ai compris silent. C'est magnifique parce qu'en fait, effectivement, Antoine a écrit silent comme un trait silencieux. Et du coup, j'étais curieux d'avoir la réponse, que moi non plus, je ne sais pas ce que c'était. Ok, oui, c'est silent trade. J'attendais vos lumières, mais bien vu, Shaq qui a décrypté la question. Donc, effectivement, c'est sign and trade. Voilà, ce sera plus simple pour vous d'expliquer. C'est stylé, un petit silent trade. Genre, pour parler de Joe Smith et de son contrat signé sous la table avec les Wolves à l'époque, ou de ce genre de pratique. Ça. Alors un sign and trade, Antoine c'est le spécialiste des trades, c'est la trading machine, donc je te laisse peut-être expliquer ce qu'est un sign and trade. Bah, en gros, c'est quand un joueur s'apprête à être free agent, donc il devient libre sur le marché, ou même si c'est une extension, mais plutôt que de juste signer dans l'équipe dans laquelle il voudrait signer, par exemple, imaginons un mec, D'Angelo Russell, ok, il est libre à la fin de la saison, il est aux Lakers, mais il veut aller aux Bulls. Plutôt que de juste signer aux Bulls, des fois pour des raisons de flexibilité ou pour aider la franchise ou pour peu importe laquelle des deux franchises, pour aider les Bulls à le récupérer plus facilement ou pour aider les Lakers à ne pas non plus perdre leurs joueurs sans contrepartie, il signe un contrat avec les Lakers, mais dans la foulée, il est échangé, d'où l'idée de sign and trade. C'est tu signes avec une équipe et tu es transféré directement, c'est ça, un sign and trade tout simplement. Et j'ai pris D'Angelo Russell parce que notamment dans le cadre de l'avenue de Kevin Durant, de Kevin Durant pourquoi je dis D'Angelo Russell? Bah parce que Brooklyn, non? Oui, c'est quand il est, voilà, c'est ça. Oui, j'étais en train de réfléchir, mais attends, il n'était pas allé à Minnesota. C'était ça. Oui, c'est vrai que D'Angelo Russell avait fait une étape à Brooklyn. Donc du coup, dans le cadre de la signature de Kevin Durant à Brooklyn, il n'a pas juste signé à Brooklyn, il était en fin de contrat. Il a signé un contrat avec les Warriors pour être transféré à Brooklyn, et les Warriors ont récupéré D'Angelo Russell en contrepartie. Et l'idée, c'était quand même de laisser aux Warriors quelque chose, un joueur Russell qui a ensuite donné Wiggins, et les Warriors avec Wiggins ont gagné un titre. Allez, on enchaîne avec une question de Vince au sujet des Pelicans. Comment situez-vous aujourd'hui les Pelicans et leur bilan de 12-10? Donc c'était avant les derniers matchs qu'ils ont joués. Entre les grosses victoires contre les Sixers, Nuggets, Thunder et autres, et des défaites indignes contre le Jazz 2 fois, les Bulls, voire même les Hawks, de prétendants au top 6 à l'Ouest, sont-ils des prétendants au top 6 à l'Ouest ou de simples concurrents pour le play-in? Moi, l'année dernière, j'avais écrit un article hyper optimiste où je disais que c'était peut-être ça pouvait être un outsider, un prétendant au titre si tout cliquait bien. C'était quand Zion n'était pas encore blessé. L'équipe n'a pas beaucoup changé. Je maintiens que c'est une équipe qui a un plafond très élevé, qui, si tout clique bien, doit pas se contenter du play-in. Ça doit être limite top 3, top 4 à l'Ouest, je pense vraiment.
Et avec un profil d'équipe hyper emmerdante en playoff parce qu'il y a des joueurs qui défendent fort, il y a des forts attaquants aussi. Donc pour moi, ils doivent. Oui, il y a eu des irrégularités, mais ils doivent viser mieux que le play-in. Pour moi, c'est une équipe de playoff. Point barre. Moi, je pense que c'est un candidat au play-in, mais je suis d'accord avec toi quand même, en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est que je pense que là, aujourd'hui, dans l'état, c'est une équipe qui finira pas dans le top 6 à l'Ouest. Par contre, je suis d'accord avec toi, elle a un plafond très élevé. Et je suis d'accord quand tu dis que ça doit être une équipe de playoff. J'ai l'impression que si je dois répondre juste purement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, les Pelicans, ils sont trop irréguliers pour être une équipe de playoff. Et je pense qu'ils auront des très bons moments pendant la saison, exactement comme l'a souligné l'auditeur dans la question. Il y aura des très bons moments et d'autres beaucoup plus hasardeux ou beaucoup plus honteux. Et j'ai l'impression qu'en fait, aux Pelicans, il y a un problème de personnalité. Alors, c'est difficile à dire parce que nous, on a un regard très extérieur. On n'est ni dans le vestiaire. Les joueurs, on les connaît qu'à travers leurs interviews, leur comportement, leur langage corporel. Je me demande si... Pourtant, il y a un vrai leader. Je pense que CJ McCollum est un vrai leader. Ouais. Mais j'ai l'impression que les deux meilleurs joueurs, que ce soit Ingram comme Zion, il y a une tendance à être paresseux. Ingram, peut-être, c'est injuste parce qu'il a un côté nonchalant, mais des fois, il peut dominer certains matchs et il y en a d'autres où il est là, c'est pas ce qu'il fait là. Zion, un peu pareil. Zion, il y a toujours cette idée autour de sa forme. Après, voilà, tant que Zion joue des matchs, je pense que ça reste une bonne nouvelle pour les Pelicans. Mais sur cette saison purement, je les imagine pas jouer. Je les imagine en play-in. Après, ils peuvent aller au play-off. Je n'imagine pas accrocher le top 6. Mais c'est une équipe qui a un vrai plafond. Là, je suis d'accord avec ça. Il y a quelque chose, quoi. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de polyvalence, il y a beaucoup de profondeur. C'est quand même une équipe très intéressante. Avec Zion à 100% et tous les mecs autour, Herb Jones, Trey Murphy, même Alvarado. Il y a du caractère et de la personnalité chez certains membres de l'équipe, mais peut-être pas. Mais on le voit peut-être pas chez les leaders en fait. À part McCollum. McCollum est très éloquent, c'est clairement leader de vestiaire, même si ça fait pas très longtemps qu'il est là. Mais ce que tu disais sur Zion et Ingram, c'est vrai que c'est pas les joueurs les plus expressifs ou même on les imagine pas forcément être très vocaux dans le vestiaire, sur le terrain. C'est pas pas les meneurs, quoi. Et c'est peut-être aussi ça qui parfois peut poser problème. Je sais pas. C'est des théories parce que comme tu l'as dit, on n'est pas dedans. Mais moi, j'aime toujours beaucoup la construction de cette équipe et j'ai envie d'y croire. Mais le problème, c'est toujours qu'à un moment où, quand on commence à croire en Zion, il se passe quelque chose, il est blessé ou il a l'air en méforme. C'est toujours compliqué, mais j'ai quand même envie de croire en eux à court ou moyen terme. Allez, j'enchaîne avec la question envoyée par Emmanuel qui concerne l'une des équipes une des équipes préférées du CQFR. Donc question pour Charles et Antoine. Vous êtes nommé GM des Pistons et ou des Wizards aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour tenter de les faire remonter au classement? Et bien évidemment pour les Wizards, interdiction de violenter Jordan Poole. Interdiction de violenter Jordan Poole, voilà, c'était ta seule option, c'est ça, Shai a voulu. Non, mais les Wizards font partie des équipes qui n'ont pas de... On voit pas de jeunes franchise players très identifiables sur lesquels tu peux t'appuyer pour l'avenir, donc c'est un peu le souci. Détroit, on pensait qu'il tenait ce joueur-là avec Cade Cunningham. Il est dans une période de creux qui est compliquée et qui laisse pas penser que ce sera ce joueur-là. Donc, j'ai envie de dire que tout est ouvert, en fait. Il faut presque rien s'interdire en l'état, à part, ça peut passer pour du chauvinisme, mais Bilal Coulibaly, c'est un des rares rayons de soleil chez les Wizards. Peut-être un joueur comme ça, essayer de l'épargner, mais sinon, tout est envisageable, je pense. Et même pour les Pistons, c'est presque pareil, parce que tant que tu vois pas... les saisons de tanking, on le dit tout le temps, il y a le tanking, il y a tanking et tanking, quoi. Comme chasseur et mauvais chasseur, tu as le tanking où il se passe des choses, où tu sais qu'il y a un axe de progression, un style de jeu, une identité, et là, Détroit et Washington, c'est pas le cas. Donc moi, j'ai pas d'idée miracle pour l'instant. C'est plus à dire envisager tout, quoi. Personne n'est à épargner quasiment. Moi, si je suis le GM de l'une de ces deux équipes, je sais pas si j'ai envie de gagner, parce que du coup, il nous dit, voilà, t'es GM, qu'est-ce que tu fais pour absolument remonter la pente? Mais je suis pas sûr que j'en ai envie, notamment si je suis le GM des Wizards. J'ai absolument pas envie de remonter la pente. J'ai envie d'être nul. Et très sincèrement, mais c'est vrai, tu vois, j'ai envie d'être mauvais parce que de toute façon, j'ai pas de base pour mon futur à l'heure actuelle. Je peux transférer certains de mes jeunes ou de mes pics pour faire venir des vétérans qui vont me faire gagner quelques matchs, mais c'est pas du tout mon objectif.
Ça va marcher 2-3 ans et après, je vais retomber dans l'anonymat. Donc moi, si je suis le GM des Wizards, non, je veux 2 années où je récupère 2 fois un pic dans le top 3 et j'essaye de bien drafter. Mon objectif, il est là. Là, si je suis le GM des Wizards, je regarde même plus. Enfin, si je regarde les matchs de Washington, mais tu vois, je me casse même plus la tête. Je me concentre déjà sur tous les matchs universitaires, tous les matchs de lycée, tous les matchs européens et je vais me chercher mes 2 pépites. Et mon idée, c'est de drafter bien 2 années de suite pour récupérer les 2 gars qui seront la base de mon projet dans les années à venir. Et dans l'équipe actuelle, le seul que je peux associer à mon projet, c'est Bilal Koulibaly. Kuzma, le jour où une équipe m'envoie une pelletée d'assets pour aller le chercher, je leur donne Direct. volontiers Kyle Kuzma. Pareil pour Jordan Poole. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que tout est envisageable. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est intransférable sauf Bilal Koulibaly. Et encore, c'est même pas Bilal ne sera pas le centre de l'équipe. C'est juste qu'il a 19 ans et qu'il est prometteur et qu'il a le profil d'un mec qui va très bien s'intégrer avec tes futures stars. Bilal ne sera pas ta future star. Mais encore une fois, moi, je vise 2 pics dans le top 3. Draft 2024, draft 2025. Je veux 2 fois un pic dans le top 3, donc je veux perdre. Pour Detroit, c'est vrai que, bon, pour le coup, normalement, les Pistons sont censés arriver à un stade où tu n'es plus censé passer par là. Tu as déjà eu tes pics. Tu as eu le 5e choix, tu as eu Jaden Ivey. Tu as eu le 5e choix, tu as eu Other Thompson. Tu as eu le premier choix avec Kate Cunningham. Tu as drafté Jalen Duren. Tu as drafté Killian Hayes dans le top 10 aussi. Normalement, tu avais déjà eu ta dose de pics. Ça n'a toujours pas pris. Donc, quelque part, je me dis, ouais, peut-être qu'il me faut encore un pic bien placé. Et là, vraiment, on se séparera de certains jeunes qu'on a pris, qui n'ont pas marché. Les Kings, pendant très longtemps, ont été nuls et ont drafté. Alors, ils n'ont pas eu le premier choix, mais ils ont drafté à chaque fois haut, sauf que ça ne marchait pas. Donc, ils se sont séparés jusqu'au jour où il y a eu Fox. Et puis, Fox, un jour, a fini avec Haliburton, puis ensuite le trade de Sabonis par faire monter l'équipe. Je pense que Kate Cunningham est quand même un très bon joueur de basket. Le contexte ne le met pas particulièrement en valeur. C'est vrai qu'il a du mal à hausser le niveau de jeu de son équipe. On peut dire ça comme ça, mais quelque part, lui, c'est quoi? Il a fait une saison quasiment blanche. Au final, c'est sa 2e saison NBA. Il avait déjà eu des blessures sur la première. Il y a encore le temps pour Cunningham. Je pense que c'est un vrai bon joueur. Si vraiment je devais essayer de gagner un peu plus de matchs avec les Pistons, sachant que de toute façon, je serais nul, je ferais un 5 avec Killian Hayes, Kate Cunningham, Bojan Bogdanovic, Ozar Thompson. Je pense que c'est le meilleur compromis. J'en ai même débattu très brièvement dans un commentaire YouTube. Je pense que voilà, si tu veux du spacing et de la défense, Bogdanovic, il t'apporte ton spacing. Ozar Thompson, il t'apporte la défense. Faire jouer Stewart poste 4, ça t'apporte un peu de défense, mais pas autant qu'Ozar Thompson, un peu de spacing, mais pas autant que Bogdanovic. Donc moi, j'aime pas du tout cette association Stewart-Duren. Donc Jalen Duren en 5. Et Jalen Duren en 5. Et je pense que ce 5-là, il marcherait bien. Jaden Ivey, je le fais jouer 6e homme, mais je lui donne des vraies minutes. Je lui explique, je le prends à part, je lui dis, écoute, t'es pas dans le 5, juste parce que Killian Hayes, il a le playmaking, il a la défense, son style, ça colle mieux pour l'instant avec Cunningham. On ne sait pas encore quelle direction on prend. Accepte ton rôle de 6e homme. On va te donner 30 minutes chaque soir. Promis, il y a des moments où tu joueras même les fins de match avec Hayes et Cunningham. Mets tes points quand tu rentres sur le terrain. C'est toi qui as des responsabilités offensives. Va mettre tes points. Montre-nous de quoi tu es capable. Et si effectivement tu es une star comme tu penses l'être, t'inquiète, on te fera jouer avec Cunningham et Killian Hayes. On trouvera une autre porte de sortie. Mais voilà, et je fais jouer les Marcus Sasser. Et juste ça, je suis sûr que juste ce 5, ça gagne déjà plus de matchs. Et tu récupéreras un autre top 5 pick et avec un peu de chance, tu auras enfin un mec qui t'aide aussi à faire passer un cap à ton projet. Mais voilà, bref, désolé, j'ai fait long, mais si je suis le GM des Wizards ou des Pistons, j'ai pas forcément envie de gagner en fait. Moi, je pense que les Pistons devraient envisager de signer un gros chèque de remerciement à Monty Williams et puis embaucher Antoine Pimel, qui est beaucoup moins gourmand. Pas comme coach. La catastrophe, mon Dieu. Pas sûr que ce soit moins gourmand, par contre. Vous envoyez son agent, les Pistons ne vont pas comprendre ce qui se passe. Allez, une question de Maxime qui nous dit: on voit sur les dernières années que l'équipe championne possède dans ses rangs un MVP, LeBron, Giannis, Steph, Jokic. Parmi les nouvelles stars, qui voyez-vous atteindre ce Graal en premier et pourquoi? Tatum, Embiid, qui a déjà été MVP, Luka, Shea, Tyrese, Edwards, un autre. Donc la question est ouverte. Ouah, c'est pas facile. Le plus près. Donc la question, c'est de savoir lequel va gagner le titre parmi ceux-là. Parmi ceux, un MVP et un titre. Lequel est à même. Bon, alors, pas forcément celui qui va gagner en premier, mais parmi ces mecs-là ou d'autres, lequel est-ce que vous voyez le plus à même de pouvoir porter vraiment une équipe jusqu'au bout? Embiid vient d'être MVP, donc ça paraît très logique, même si l'équipe est un tout petit peu juste, je pense. Mais comme Antoine le soulignait, Embiid est moins performant en play-off
qu'en saison régulière et que ça pose parfois problème. Moi, comme ça, la réponse qui me semble évidente, ce serait de dire Tatum. Mais parce qu'il n'est pas très loin à chaque fois du top 3 du MVP, il est très régulier. C'était ton choix pour cette saison, Antoine, dans les pronostics, et ça se justifiait pleinement. Et il a une équipe qui est déjà prête pour ça. Moi, comme ça, je dirais bien lui. Ça me semble. Son équipe est meilleure que celle d'Embiid, meilleure que celle de Doncic. Les autres qu'on a cités, qui ont été cités, Edwards ou Shea, ils sont encore un cran en dessous. Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à jouer le titre et à le gagner tout de suite. Donc comme ça, je dirais Tatum, mais pour le combo, forte individualité et en même temps collectif très près. Moi, du coup, Maxime, dans sa question, on va dans la théorie donc je suis absolument pas le seul à défendre, mais c'est que tu peux pas gagner le titre sans un des 5 meilleurs joueurs du monde. Il y a des exceptions très rares, mais au final, c'est plus des exceptions qui confirment la règle qu'autre chose. À chaque fois, l'équipe qui gagne, tu peux même remonter à plus loin. Là, il nous a donné Yanis, mais tu prends sur les 50 dernières années, tu regardes le nombre de champions qui ont gagné avec un des 5 meilleurs joueurs du monde au moment du titre, et je sais pas, il y en a 45. Donc, il y a 45. Est-ce que c'est pas question bête, mais est-ce que c'est pas obligatoire que, quand on regarde l'équipe qui a gagné le titre, on se dit du coup, vu qu'ils ont gagné le titre, lui, il est forcément dans le top 5, ou est-ce qu'il était top 5 avant que le titre soit gagné, tu vois? Mais bon, bref, je pense qu'il était top 5. Quand Jokic gagne avant le titre, on se dit déjà que Jokic est un des 5 meilleurs joueurs du monde. Non, quand les Warriors gagnent en 2022, Curry, tout le monde a le sentiment que c'est un des 5. Enfin, je pense que quasiment tout le temps, il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est pas que tu as un MVP, c'est que tu as un des 5 meilleurs joueurs du monde. Il y a d'ailleurs des équipes qui ont gagné sans que le mec ait encore eu un trophée de MVP, mais c'était déjà l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Donc là, la question, je le vois comme lequel de ceux-là est amené à être un des 5 meilleurs joueurs du monde. Moi, je dirais Luka. Alors oui, il ne sera pas champion cette année. Il ne sera pas champion parce qu'il ne sera peut-être même pas champion l'année prochaine. Mais dans toute la liste que tu m'as citée, celui qui est pour moi le plus à même d'être l'un des 5 meilleurs joueurs du monde, Embiid, je trouve, il est un peu trop vieux pour vraiment rentrer dans la discussion. Si je peux me permettre, Maxime, j'écarte Embiid de ta discussion volontairement. Je dirais que Luka, entre Shea, Tatum, Luka est peut-être celui qui est le plus à même de devenir peut-être même mieux que 5 meilleurs joueurs du monde. Maintenant, Tatum et Shea ont aussi des arguments. Tatum, effectivement, est très proche à chaque fois avec Boston. Il a la meilleure équipe. Peut-être que ça sera pour cette année. Est-ce que Tatum est l'un des 5 meilleurs joueurs du monde? Je pense qu'il est vraiment pas loin. Mais du coup, on pourrait élargir la discussion à peut-être c'est pas un des 5, mais c'est un des 7-8 meilleurs. Tu vois, si tu as une très grosse équipe autour et que tu as le 7e meilleur joueur du monde, tu arrives à battre en finale une équipe. Je sais pas, tu vois, il y a des années où LeBron, il gagne pas. C'est le meilleur joueur du monde, mais son équipe est moins bien armée. Donc voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Mais je dirais que Edwards, j'ai plus de mal à y croire. J'ai un peu plus de mal à voir Edwards un jour intégrer cette catégorie, mais au final, c'est une question de personnalité. Mais il me met le doute quand même. Il me fait réfléchir lui aussi sur ce statut. Et Shea, pareil. Shea, est-ce que Shea sera un jour un des 5 meilleurs joueurs du monde? Je ne sais pas. Mais Shea plus Holmgren, ça me fait flipper pour la conférence Ouest. Allez, j'enchaîne avec une question particulièrement technique. Je vous avais prévenu un petit peu en off avant qu'on enregistre le podcast, le CQFR de samedi. Donc c'est une question envoyée par Arnaud qui a vraiment essayé de vous coincer dans une rue sombre pour vous tabasser avec une batte de baseball. Écoutez bien la question. Quel joueur de G-League à l'heure actuelle, entre parenthèses hors joueur drafté cette année, pourrait créer la surprise d'ici la fin de saison et percer en NBA? Alors un joueur qui aurait déjà joué en G-League cette année ou pas? C'est pas précisé. Il ne faut pas que ce soit un joueur qui a été drafté en 2023. Mais parmi les joueurs de G-League actuels, est-ce que vous voyez un candidat, un mec qui pourrait être appelé en NBA et percer? Moi, j'ai envie de croire que ça va être un mec que le Miami Heat va sortir encore nulle part, non drafté, qui a fait un bout de saison en G-League. Tu sais, les types qu'ils ont fait jouer un peu au début. Il y a un mec, alors je suis pas à la G-League cette année, c'est un tort probablement. Notre auditeur le fait sans doute et il a raison. Mais à Miami, par exemple, l'année dernière, il y avait Orlando Robinson qui a joué en Summer League et en pré-saison. Et je l'ai vu, et les quelques matchs que j'ai chopés de Summer League et de pré-saison, je l'ai vu faire des chantiers de malade. Et là, je l'ai vu récemment faire une bonne apparition avec le Heat. Donc comme ça, j'aurais envie de te citer ce joueur-là, mais j'ai pas assez je maîtrise pas assez la G-League de cette année pour te donner un nom en particulier. Moi, j'en ai absolument aucune idée. Je vais dire très sincèrement, je sais absolument pas. Je ne suis pas la G-League. Je serais incapable de répondre à la question. Après, il y a des joueurs draftés. Ah oui, non, donc c'est les joueurs non draftés cette année, du coup. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais moi, comme dans les joueurs passés par la G-League, et je sais pas s'il y a joué cette année, mais ouais, j'aime bien Orlando Robinson.
Il était avec. C'est l'année dernière, c'était Sioux Fall, je crois. Et il a apparu une fois ou deux cette année, j'aime bien. La question ultra technique d'Arnaud, parce que vraiment, s'il n'y avait pas eu sa parenthèse, Merci, moi, Arnaud. j'aurais dit Cam Whitmore, mais même pas, tu vois, il me le retirait aussi de ma réponse potentielle. Ouais. Donc voilà, si vous voulez vous tabasser Shai et Antoine avec des questions impossibles à répondre, n'hésitez pas à nous envoyer ça à cqfr.rivers@gmail.com. Allez, pour refermer un petit peu, on a eu pas mal de questions au sujet des Warriors. Voilà, donc vraiment des questions intéressantes, mais comme c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans le CQFR du samedi dernier et dans le podcast de lundi, je les ai pas forcément toutes gardées. J'en ai gardé une quand même de Alika Villedmont qui demande un duel entre le Stephen Curry d'aujourd'hui et le Stephen Curry double MVP de saison régulière, qui gagne? Enfin, donc du coup, duel, hein, donc on ne prend pas en compte la manière dont il entoure et le joueur en lui-même. Le joueur en lui-même, Qui est le parfois, plus je le fort trouve- des deux, quoi. Je pense que voilà, Ouais. je pense qu'il veut savoir Ouais. quel est le plus fort des deux selon vous. Il a un côté plus maîtrisé aujourd'hui, encore plus sûr de lui. Physiquement, il a progressé. Enfin, il a quand même pris en gabarit. Alors, on le voit peut-être pas parce que les Warriors, depuis leur titre, là, sont moins impressionnants, mais j'ai l'impression qu'il a presque jamais été aussi fort que l'année dernière, je pense. Mais le côté fraîcheur du moment qui débarque, qui révolutionne le jeu, la révolution, elle est intervenue quand il a été double MVP. Enfin, c'est là qu'elle s'est matérialisée. Donc, je pense qu'il marque plus, il a plus marqué les esprits à ce moment-là, mais le joueur, si tu le prends globalement, et même avec l'âge qu'il a et les kilomètres qu'il commence à avoir au compteur, je le crois presque plus fort aujourd'hui, en fait. Ouais, moi aussi. Celui d'aujourd'hui, je pense qu'en fait, en tant qu'homme, tu finis jamais vraiment de progresser, sauf pour le sport. Évidemment, il y a un moment où tes aptitudes physiques commencent à trop te laisser tomber. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences à décliner, tu trouves t'es plus intelligent, etc. Au bout d'un moment, elle te laisse trop tomber. Et là, effectivement, tu peux plus être plus fort qu'avant. Mais je pense que Stephen Curry est plus fort aujourd'hui que ce qu'il l'a été hier ou avant-hier, etc. Allez, ouais, vas-y, pardon. Non, je réfléchissais. J'allais dire de la même manière que le LeBron de 2018 est sans doute plus fort que celui de 2013, qui était pourtant exceptionnellement fort. Ouais, celui de 2013, il est costaud quand même. 2018, donc avec les Lakers déjà. Non, 2018 avec les Cavs. La dernière année avec les Cavs. Et pourtant, ils prennent 4-0. Mais je suis pas sûr qu'il est moins fort. Ouais. Allez, pour finir, une question pour satisfaire notre auditoire international, parce que voilà, Rivers Basket Session, les questions et des lecteurs, des auditeurs, on sait qu'il y en a un peu partout. Je repose une deuxième question de Florian, donc aka Mystics BE sur Twitter. Pour contenter votre audience belge, si, je suis sûr que je ne suis pas tout seul, nous dit-il. Que pensez-vous du début de carrière de Toumani Camara? Pensez-vous qu'il puisse s'installer de manière durable dans la ligue? On l'avait suivi un peu. On se dit, un Belge qui est drafté, tout c'est cool. Mais vu que là où il avait été drafté, et donc il était parti, donc il était drafté par Phoenix et parti à Portland après. Il joue beaucoup, il joue énormément. C'est une surprise, mais il apporte beaucoup. C'est un joueur qui défend fort et qui a de la personnalité. Je crois que c'est dans quel podcast? C'était chez Bill Simmons. Bill Simmons, il disait que c'était un des mecs qui fait bien dans ce début de saison parce que et sur lequel il était prêt à parier que ce serait un des types que Draymond Green aurait envie de cogner s'il était son coéquipier, parce qu'il était très à chercher des poux partout, à provoquer. Non, mais c'est ce qu'il fait est très bien, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs belges en NBA. Est-ce qu'il y en a eu depuis DJ Mbenga d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu un joueur belge? J'essaie de réfléchir, mais je suis pas sûr. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais non, si, bien sûr, on suit Antoine en tant que amateur de Portland, forcément, il suit un peu de loin Portland, mais oui. Mais j'aime bien. Mais ouais, ce qu'il fait est bien. Il a un fort temps de jeu, et en tout cas, on ne sait pas jusqu'où il ira, mais le fait d'être bon même dans ce contexte-là et les aptitudes qu'il montre, ça fait qu'à mon avis, il pourra rester dans la ligue quelques années et peut-être même rejoindre une équipe avec un projet plus intéressant pour lui que Portland. Ouais, moi je pense aussi que c'est un joueur qui a du potentiel, très fort défenseur. Après, comme souvent, comme les mecs qui sont très spécialistes, faut ajouter une deuxième spécialité où
Là, il a le D, il faut le 3 and D, quoi. Quelque part, il faudrait que Toumani Camara il bosse à fond sur son tir pour pas justement avoir un peu le même destin que Matisse Taiboul qui joue dans la même équipe que lui. Qui peut lui donner quelques. Après, ils sont pas au même poste, hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un très fort défenseur. S'il arrive à ajouter un 3 points dans le corner, bah, tu vois, PJ Tucker a fait une très longue carrière. Alors, il n'avait pas que ça comme atout, hein. Tucker, il a aussi son expérience, son vice, etc. Mais Toumani Camara a quelque chose pour faire une longue carrière, pour jouer, comme tu l'as dit, dans des équipes qui gagnent. Je pense que c'est un mec qui est toujours plus intéressant dans des équipes compétitives. Donc, bonne pioche pour les Blazers d'avoir su le récupérer, d'avoir pu le récupérer à Phoenix. Puis on espère qu'il va venir faire des matchs avec la Belgique pour les qualifs quand même, parce que ce serait dommage de passer à côté d'un joueur NBA. Voilà, Yes. on va refermer ce CQFR là-dessus. Et, merci encore à toutes et à tous d'avoir envoyé vos questions. Je rappelle l'annonce, elle est aussi en description du podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes audio. Donc c'est cqfr.rivers@gmail.com. Comme vous le savez, voilà, on ne peut pas toutes les poser. En tout cas, vraiment, je vous garantis qu'on les regarde toutes. N'hésitez pas à en envoyer, à en réenvoyer si besoin. Et puis, moi, j'ai bien aimé le fait que les gens essaient de vous coincer, Chai et Antoine. Là. Je trouve ça assez cool comme principe. D'autant que j'ai pas mouillé, donc c'est pas pour moi. C'est pratique, ouais. Sur la J-League, j'avoue, c'est compliqué, mais on essaye. On essaiera de. Promis, la semaine prochaine, je vous sors je vous sors le meilleur joueur possible de J-League de cette année. Yes. Bon, en tout cas, merci à tous. Et écoutez, passez un bon week-end. N'oubliez pas les rendez-vous sur la chaîne, le Moop Deep et le Hoop Culture. Et on se retrouve de lundi pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao. Ciao.